Si tu sens que tu as trop supplié et que tu penses qu'il n'y a plus moyen de reprendre le contrôle, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Peu importe combien tu as supplié, il y a encore quelque chose que tu peux faire pour inverser la situation. Cette vidéo ne parle pas de manipuler ni de tromper quelqu'un, il s'agit de récupérer ton pouvoir personnel. Parce que, crois-moi, quand tu changes ta manière de voir les choses, l'autre personne le ressent, le remarque. Et dans de nombreux cas, elle revient. Dans ce contenu, je vais te montrer étape par étape ce que tu dois faire pour que cette personne recommence à penser à toi et, plus important encore, veuille revenir vers toi. Et non, il ne s'agit pas de jeu psychologique ni de tactique de manipulation. Ici, nous parlerons de quelque chose de bien plus puissant, la dignité émotionnelle et le pouvoir du détachement. Tu verras comment appliquer les principes des grands stoïciens et les enseignements de Rolando, qui a aidé des milliers de personnes à récupérer leur amour-propre et leur dignité émotionnelle. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que tu comprendras comment, peu importe si tu as trop supplié, il y a encore un moyen de reprendre le contrôle. Peu importe si l'autre personne t'a laissé en vue, t'a ignoré ou même t'a méprisé. Ce qui compte, c'est ce que tu feras à partir de maintenant. Ce que tu apprendras aujourd'hui te donnera la clarté nécessaire pour récupérer ta dignité, ta paix mentale et ton pouvoir personnel. Mais de plus, tu verras comment, lorsque tu changes, l'autre personne le perçoit immédiatement. Soudainement, l'attention que tu recherchais tant de sa part se renverse, et c'est cette personne qui commence à penser à toi. Ce n'est pas de la magie, c'est du contrôle émotionnel. Quand tu contrôles ton esprit, tu contrôles ton monde. Et aujourd'hui, tu apprendras à le faire. T'es-tu déjà demandé pourquoi, quand tu poursuis quelqu'un, cette personne s'éloigne de plus en plus? La réponse se trouve dans l'une des lois émotionnelles les plus puissantes qui existent. La loi de la rareté émotionnelle. Plus tu es disponible, moins tu as de valeur. Mais quand tu deviens rare ou difficile à obtenir, l'esprit de l'autre personne ne peut s'empêcher de le remarquer. Ce principe n'est pas nouveau, les grands stoïciens l'ont enseigné il y a des siècles. Épictète disait « Ce n'est pas l'objet qui a de la valeur, c'est la perception qu'on en a ». Et voici la clé. Tu n'as pas à devenir quelqu'un qui fait semblant d'être précieux, tu dois devenir quelqu'un qui se sait précieux. La perception que tu as de toi-même se projette sur les autres. Quand tu penses que tu ne vaux rien, tu agis par besoin. Mais quand tu penses que tu vaux tout, tu arrêtes de poursuivre et tu commences à attirer. Voici où entre une leçon fondamentale. L'erreur de supplier ne réside pas dans l'acte de supplier, mais dans l'énergie avec laquelle tu le fais. Quand tu supplies, tu projettes du désespoir, et le désespoir est repoussant. Mais quand tu agis avec calme, tu deviens magnétique. Le pouvoir du détachement, la leçon de Rolando. Rolando enseigne quelque chose de très puissant sur le détachement. Il dit « L'amour ne se supplie pas, car ce qui se supplie n'est jamais l'amour, c'est le besoin. » C'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles croient qu'elles ont besoin de l'autre pour se sentir complètes. Mais la vérité, c'est que quand ta valeur intérieure augmente, l'autre personne le perçoit automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en arrêtant de chercher sa validation, tu lui ôtes le pouvoir que tu lui avais donné sur toi. Et quand cela se produit, l'autre personne se demande « Pourquoi ne me cherche-t-elle plus? Qu'est-ce qui a changé ?» Ce moment de doute est crucial, car à cet instant, son esprit commence à penser à toi. Tu n'es plus la personne qui est toujours là, maintenant tu es la personne qui a appris à partir, et l'absence génère toujours plus d'impact que la présence constante. Le pouvoir de la dignité, la leçon de Marc Aurèle. Si les stoïciens ont enseigné quelque chose, c'est de ne pas laisser les événements extérieurs contrôler ta paix intérieure. Marc Aurèle disait « Élimine le besoin d'approbation extérieure et tu trouveras la liberté intérieure ». Et voici la clé. Quand tu cesses de chercher la validation de l'autre, tu récupères ta paix. La liberté émotionnelle ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve en toi. Il ne s'agit pas que l'autre personne t'écrive en premier ou te cherche, il s'agit de ne pas te perdre dans le processus de la chercher. La grande différence entre quelqu'un qui supplie et quelqu'un qui ne le fait pas ne réside pas dans les mots qu'il utilise, mais dans la dignité qu'il projette. Quand tu te valorises, tu n'as pas besoin de supplier, car la personne qui a de la dignité ne court après personne. Que dois-tu faire pour qu'il ou elle revienne?
Si tu te demandes « Alors qu'est-ce que je fais pour qu'il ou elle revienne ?» Voici la réponse. Tu dois devenir la personne qui n'a plus besoin de l'autre. Walter Rizzo l'explique de manière magistrale. Lorsque le besoin devient amour-propre, tu cesses de dépendre des autres. En d'autres termes, si avant tu agissais par besoin, maintenant tu vas agir avec calme. Tu n'as plus à prouver à l'autre personne que tu en vaux la peine, car celui qui prouve cela, c'est toi. Le changement silencieux, ce qui change tout. L'erreur que beaucoup commettent est de croire que pour que l'autre personne revienne, ils doivent faire quelque chose à l'extérieur, mais ce n'est pas ainsi. La véritable transformation n'a pas lieu à l'extérieur, elle a lieu à l'intérieur. Lorsque tu changes ta façon de penser et d'agir, l'autre personne le remarque. Pas parce que tu le lui dis, mais parce que cela se ressent dans l'énergie que tu projettes. Le pouvoir de la transformation silencieuse est énorme. Le silence n'est pas une absence, le silence est un pouvoir. Rolando dit, ne dis à personne que tu es en train de changer, change simplement et le monde s'en rendra compte. Ce n'est que si tu t'absentes de manière stratégique, non pour punir, mais pour récupérer ta paix, ta présence devient plus forte. L'autre personne se demande « Pourquoi ne me cherche-t-elle plus ? A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre ? En a-t-elle marre de moi ?» Et à ce moment-là, l'autre personne commence à te chercher non par manipulation, mais parce que l'esprit humain ne supporte pas les vides. Le vide génère de la curiosité. La curiosité génère des pensées constantes. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu réfléchisses à cette question. Combien de fois as-tu poursuivi quelqu'un et, au lieu de le rapprocher, l'as-tu éloigné? Si cette question te fait réfléchir, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes ont commis cette erreur, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore inverser la situation. Si cette leçon te touche, écris dans les commentaires « Ma dignité n'est pas négociable ». La dignité ne se crie pas, elle se montre. Avant d'aller loin, je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le secret du contrôle interne, la leçon d'Épictète. Pour comprendre comment faire revenir quelqu'un, tu dois d'abord accepter une vérité qui pourrait te déranger. Tu ne peux pas contrôler les actions de l'autre personne, mais tu peux contrôler les tiennes. Et c'est là qu'entre la grande leçon d'Épictète, l'un des grands stoïciens de l'histoire. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Alors, si ton ex ne t'écrit pas, ce n'est pas son silence qui te perturbe, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de ce silence. L'esprit commence à dire « Il ou elle ne m'aime plus, il ou elle m'a oublié, il ou elle est avec quelqu'un d'autre. » Mais voici la clé. Change l'histoire que tu te racontes et tu changeras ton émotion. Tu n'as pas à voir son silence comme un signe de rejet, tu peux le voir comme une opportunité pour récupérer ton pouvoir. Que signifie vraiment récupérer le contrôle? Lorsque tu entends récupérer le contrôle, tu penses peut-être à contrôler la relation, contrôler l'autre personne ou contrôler la situation. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de contrôler ce que tu peux contrôler, tes émotions, tes pensées et tes actions. Si l'autre personne s'éloigne, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Mais si tu continues à la poursuivre, à envoyer des messages et à chercher des explications, tu te perds toi-même. Rolando l'explique de manière magistrale. Si tu te perds toi-même en cherchant quelqu'un d'autre, ni toi tu te retrouves, ni l'autre personne ne te valorise. Alors, comment récupères-tu le contrôle? Tu te retrouves toi-même en premier. Tu ne peux pas contrôler ce que fait l'autre, mais tu peux contrôler ta dignité. La clé pour qu'il revienne ne se trouve pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que pour faire revenir l'autre personne, ils doivent envoyer un message parfait, une phrase magique ou faire un geste impressionnant. Mais ce n'est pas ainsi. L'erreur est de chercher des solutions à l'extérieur alors que la réponse a toujours été à l'intérieur. Ce n'est pas ce que tu dis à l'autre personne, c'est ce que tu te dis à toi-même. Sénèque, un autre des grands stoïciens, disait « Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas contrôler. Occupe-toi de ce qui est entre tes mains. » Ce qui est entre tes mains, ce n'est pas l'attention de l'autre personne. Ce qui est entre tes mains, c'est ta présence, ton silence et ta dignité. Il y a quelque chose qui change tout.
La dignité se ressent quand quelqu'un remarque que tu ne poursuis plus, que tu n'expliques plus, que tu ne quémandes plus. Ils commencent à penser à toi sans arrêt, non pas par manipulation, mais parce que le cerveau humain ne supporte pas les vides, et quand tu t'absentes de manière stratégique, l'autre personne ressent ce vide. Le pouvoir du silence, la technique de la pierre grise. C'est l'une des techniques les plus puissantes que Rolando enseigne. La technique de la pierre grise consiste à devenir une présence inaltérable, inexpressive et imperturbable. Imagine une pierre grise. Elle ne bouge pas, ne réagit pas, ne s'altère pas. C'est exactement ce que tu dois faire avec tes émotions. Quand l'autre personne essaie de te faire réagir, tu restes comme une pierre grise. Rolando dit, quand quelqu'un n'obtient pas de réaction de ta part, son esprit s'active. La curiosité est plus puissante que l'attention constante. Quand tu es toujours là, quand tu réponds toujours, l'autre personne s'habitue, mais quand soudainement tu arrêtes de réagir, quelque chose s'active dans son esprit. Il commence à se demander pourquoi elle ne réagit pas. Elle en a marre de moi? Elle a trouvé quelqu'un d'autre? C'est le moment crucial, car lorsque cette curiosité s'active, l'autre personne commence à penser à toi de façon constante. Et ce n'est pas parce que tu le lui demandes, mais parce que l'absence, bien appliquée, crée un vide dans son esprit. La technique du détachement émotionnel. Le mot détachement peut paraître froid, mais en réalité, le détachement est de l'amour-propre. Il ne s'agit pas de ne pas se soucier de l'autre personne, il s'agit de te soucier plus de toi-même. Un autre Rizzo dit quelque chose de très puissant. Le détachement, ce n'est pas ne pas aimer, c'est aimer sans souffrir. L'erreur que beaucoup de gens commettent est de confondre l'amour avec le besoin. L'amour ne poursuit pas le besoin. Oui, quand tu poursuis, tu n'aimes pas, tu as besoin, et le besoin se remarque toujours. Le détachement, c'est apprendre à vivre avec le vide émotionnel sans désespérer. C'est comprendre que, même si l'autre personne n'est pas là, ta paix n'est pas en jeu, et quand tu arrives à cela, l'autre personne le remarque. Pas parce que tu le dis, mais parce que ton énergie change. La technique de la pause émotionnelle. Imagine cela. Tu reçois un message de l'autre personne après des jours d'absence. Ta première réaction est de vouloir répondre immédiatement, mais c'est là que la plupart se trompent. La technique de la pause émotionnelle de Rolando consiste à attendre avant d'agir. Quand tu reçois un message, ne réponds pas immédiatement. Prends 30 minutes, 1 heure ou le temps nécessaire pour retrouver ton calme. Pourquoi? Parce que si tu réponds dans l'urgence, tu projettes de l'anxiété. Mais si tu réponds avec calme, tu projettes du contrôle. Le pouvoir ne réside pas dans la rapidité avec laquelle tu réponds, mais dans le calme avec lequel tu agis. L'importance de ne pas t'expliquer. Si l'autre personne t'écrit et te dit « Pourquoi ne m'avais-tu pas écrit ?» L'erreur serait de dire « Parce que j'étais occupé, je n'ai pas pu ». La dignité ne s'explique pas. Tu n'as pas à justifier ton absence, car la dignité ne se mendie pas, elle se prouve. Rolando dit. Tu ne dois d'explication à personne qui n'a pas su valoriser ta présence. Si l'autre personne te demande pourquoi tu n'as pas écrit, tu peux simplement répondre « Je me concentrais sur moi-même ». Il n'est pas nécessaire de donner plus de détails. La curiosité de l'autre personne fera le reste. L'imprévisibilité est la clé. Si tu fais toujours la même chose, l'autre personne saura à quoi s'attendre, mais si soudainement tu changes, l'esprit de l'autre personne entre dans un état d'alerte. Pourquoi ? Parce que l'imprévisibilité active l'anxiété et la curiosité ne s'éteint pas facilement. Si l'autre personne savait que tu écrivais toujours en premier et que soudainement tu ne le fais plus, son esprit ne pourra pas s'empêcher de se demander « Pourquoi ça a changé ? Que fait-elle » Et lorsque ces questions sont activées, il commence à penser à toi sans arrêt. Que feras-tu maintenant ? Si tu t'es rendu compte que tu poursuivais quelqu'un, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Nous avons tous été là. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore changer la dynamique. Ne manque pas la prochaine partie, car je vais te raconter l'histoire de quelqu'un qui a appliqué tout cela dans sa vie réelle. Cette histoire pourrait être celle dont tu as besoin pour comprendre comment appliquer chaque leçon. Ce qui suit pourrait changer ta vie. 1. Le principe stoïque de la perception. Ce n'est pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. Pour récupérer le contrôle et réussir à faire revenir cette personne, tu dois d'abord comprendre la différence entre les faits et ton interprétation de ceux-ci. Épictète, l'un des stoïciens les plus influents, disait «
Les hommes ne sont pas perturbés par les faits, mais par l'interprétation qu'ils en font. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le fait que l'autre personne ne t'ait pas répondu n'est pas en soi un problème. Le problème réside dans l'histoire que tu te racontes à ce sujet. Si ton esprit te dit « il ou elle ne me répond pas parce que je ne lui importe plus », alors ton émotion sera tristesse, frustration ou anxiété. Mais et si tu changeais l'histoire? Que se passerait-il si tu te disais « il ou elle ne m'a pas répondu parce qu'il ou elle est occupé et cela n'a rien à voir avec ma valeur personnelle ». Le changement de perspective change ton émotion, et lorsque ton émotion change, tes actions changent. Tu ne réagis plus par besoin, tu agis par dignité. 2. La leçon de Marc Aurèle sur le contrôle de l'esprit. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, enseignait que l'esprit a le pouvoir de décider ce qui t'affecte et ce qui ne t'affecte pas. Il disait « Si tu es angoissé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'estimation que tu en fais. Et tu as le pouvoir de révoquer cela à tout moment. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si aujourd'hui tu ressens de la douleur parce que l'autre personne ne te répond pas, cette douleur ne réside pas dans l'action de l'autre personne, mais dans ton esprit. Et si tu es celui qui crée la douleur, tu as aussi le pouvoir de l'éliminer. Comment appliquer cela? Chaque fois que tu ressens le besoin de supplier, d'écrire ou de clarifier quelque chose, demande-toi, est-ce dans mon contrôle ou hors de mon contrôle? Si la réponse est hors de mon contrôle, alors laisse-le partir. Car, comme le disait Marc Aurèle, ce qui est hors de ton contrôle ne doit pas gouverner ta paix. 3. L'erreur de supplier et la dignité silencieuse. Quand tu supplies, tu envoies un message silencieux qui dit « Je ne suis pas assez, c'est pour cela que j'ai besoin de toi ». Ce message, tu ne le dis pas avec des mots, mais l'autre personne le ressent. La dignité ne s'explique pas, elle se montre. Rolando dit « La dignité ne se supplie pas, la dignité se montre par le silence. Le silence n'est pas l'absence, c'est présence stratégique. Lorsque tu t'éloignes volontairement, l'autre personne se demande « Pourquoi il ou elle ne me cherche plus? Est-ce qu'il ou elle en a marre? A-t-il ou elle rencontré quelqu'un d'autre ?» À ce moment-là, tu occupes son esprit, car l'esprit humain ne supporte pas le vide. 4. Le pouvoir de l'absence stratégique. Pour récupérer quelqu'un, tu n'as pas à le poursuivre. Ce que tu dois faire, c'est l'opposer, t'éloigner. Pas disparaître complètement, mais créer un vide émotionnel que l'autre personne ne peut ignorer. Lorsque tu es toujours disponible, ta présence est prise pour acquise. Mais lorsque tu cesses d'être présente de manière soudaine, ce vide devient une pensée constante dans l'esprit de l'autre personne. Walter Rizzo l'explique magistralement. Quand quelqu'un te prend pour acquis, la valeur de ta présence diminue. Mais quand tu t'absentes, elle se réactive parce que l'esprit ne supporte pas la sensation de vide. 5. La technique de la pause émotionnelle. Imagine cela, tu reçois un message de l'autre personne après plusieurs jours. Ta première réaction est de répondre immédiatement, mais cette impulsion est ton ego qui crie, pas ta dignité. La technique de la pause émotionnelle de Rolando consiste à attendre avant d'agir. Ne réponds pas immédiatement, prends 30 minutes, 1 heure ou le temps qu'il te faut pour retrouver ton calme. Pourquoi? Parce que si tu réponds avec urgence, tu projettes de l'anxiété. Mais si tu réponds avec calme, tu projettes du contrôle. Le calme, c'est du pouvoir, et l'autre personne ressentira cette différence. 6. Ne donne pas d'explication. Si l'autre personne te demande pourquoi tu ne m'écris plus, la plupart des gens répondent par « J'ai été occupé, je n'ai pas eu le temps ». Erreur. Cette réponse justifie ton absence et projette le besoin de donner des explications, mais la dignité ne s'explique pas. Rolando dit « Tu ne dois pas d'explication à quelqu'un qui n'a pas su apprécier ta présence. » Quand on te demande pourquoi tu es absent, réponds simplement « Je vais bien. Je me concentre sur moi. » Il n'y a rien d'autre à dire. La curiosité fera le reste. 7. La clé de l'imprévisibilité. Si tu fais toujours la même chose, l'autre personne saura à quoi s'attendre de toi. Mais si tu changes ton comportement de manière inattendue, son esprit entre en état d'alerte. Pourquoi? Parce que
L'imprévisibilité active la curiosité, et la curiosité génère des pensées constantes. Si avant tu envoyais « bonjour » tous les jours et que soudainement tu arrêtais de le faire, l'autre personne se demandera pourquoi il ou elle ne m'écrit plus, il ou elle est avec quelqu'un d'autre. Rolando enseigne que l'imprévisibilité ne consiste pas à jouer, mais à ne pas être prévisible. L'esprit ne s'accroche pas à ce qui est prévisible, mais ne peut pas se détacher de ce qui est inattendu. 8. Le pouvoir de ne pas avoir besoin de validation externe pour récupérer quelqu'un. D'abord, il faut cesser de chercher sa validation. Si ta valeur dépend de ce que l'autre personne te dit, tu mets ta paix entre ses mains. Épictète disait « Aucun homme n'est libre si sa paix dépend de la volonté d'un autre ». Lorsque tu cesses de chercher la validation de l'autre personne, ton énergie change, et quand ton énergie change, l'autre personne le ressent. Que se passera-t-il après si tu appliques tout cela? Quelque chose d'incroyable se produira. L'autre personne commencera à te chercher, non par manipulation, mais parce que son esprit ne peut pas combler le vide. Elle t'enverra un message en te demandant « Ça va? Pourquoi tu ne me cherches plus ?» Ce message sera ton signal que tu as retrouvé le contrôle, mais cette fois, tu ne répondras pas avec urgence, tu répondras avec calme. Que feras-tu maintenant? Si tu es arrivé jusque-là, je veux que tu réfléchisses à cette question. Que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais d'arrêter de courir après et commencer à contrôler ta paix? Si cette idée résonne en toi, je veux que tu laisses en commentaire la phrase « Ma dignité n'est pas négociable ». Jour 1. L'obsession commence. Camilla regardait son téléphone pour la 10e fois de la dernière heure. L'anxiété l'avait piégée. Sa dernière conversation avec Matteo s'était terminée par un « Ok » sec, et depuis, il n'avait plus rien écrit. « Il doit être occupé », se dit-elle tout en essayant de se convaincre qu'il n'y avait rien de grave. Mais après 30 minutes, son esprit a commencé à inventer des histoires. Est-ce qu'il parle avec quelqu'un d'autre? Peut-être que je ne l'intéresse plus. Chaque minute passée augmentait son anxiété. Le téléphone était devenu son plus grand ennemi. Elle regardait l'écran, mais il n'y avait pas de notification. Le besoin de lui écrire était si fort qu'elle ne pouvait penser à autre chose. « Je n'en peux plus, je vais lui écrire », dit-elle avec un mélange de colère et de désespoir. Elle prit son téléphone et écrivit « Salut Matteo, tout va bien? Je ne t'ai pas vu actif. » Elle envoya le message et dès qu'elle l'eut fait, elle regretta. Le sentiment de culpabilité l'envahit. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû le faire, mais c'était trop tard. Jour 2, l'attente qui semble éternelle. Camilla se réveilla avec un sentiment d'angoisse. La première chose qu'elle fit fut de vérifier son téléphone. Aucune réponse. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle en lui réécrivant. « Salut, ça va? Tu vas bien ?» Son esprit était en mode automatique. Elle savait que chaque message la faisait paraître plus désespérée, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Chaque minute d'attente semblait une éternité. 2 heures passèrent, rien. 5 heures passèrent, rien. Cet après-midi, Camilla appela son amie Valeria. « Il ne me répond pas. Je crois que j'ai tout gâché. Je lui ai écrit en premier et il n'a pas répondu. » Valeria ne tarda pas à lui dire la vérité que Camilla avait besoin d'entendre. « Camilla, arrête de lui écrire, plus tu insistes, plus tu t'éloignes de toi-même. » Mais Camilla ne pouvait pas l'écouter. Son besoin d'obtenir une réponse était plus fort. Jour 3. La décision de changer. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, Camilla ressentit un vide dans sa poitrine. Elle se sentit fatiguée d'elle-même. Elle n'était pas fatiguée de Matteo. Elle était fatiguée de la façon dont elle agissait. Elle se souvint des mots de son amie Valeria. « Si tu continues à le poursuivre, tu te perdras toi-même. » Et quelque chose fit clic dans son esprit. « Je ne peux pas continuer ainsi, » dit-elle en fermant les yeux avec force. Elle prit son téléphone, bloqua la notification des messages de Matteo et le posa sur la table. Cette fois, elle décida de ne pas le regarder jusqu'au matin suivant. Ce fut sa première victoire. Petite, mais puissante. Jour 4, le premier jour sans le chercher. Le premier jour sans chercher Matteo fut un défi. Ce ne fut pas facile. La tentation de débloquer le téléphone et de vérifier s'il avait répondu était forte. « Allez Camilla, tu peux le faire, tu n'as pas besoin de ça », se dit-elle.
Pour occuper son esprit, elle décida de sortir marcher. Elle mit ses écouteurs et écouta une conférence de Rolando sur l'amour de soi. Une phrase resta gravée dans son esprit. L'amour de soi ne repose pas sur l'amour des autres, il repose sur la dignité que tu as avec toi-même. Cette phrase la fit pleurer. Elle se rendit compte que pendant longtemps, elle avait cherché l'amour à l'extérieur, alors qu'elle devait en réalité le chercher en elle-même. Jour 6. La résistance à la tentation. Au 6e jour, Camilla avait déjà appris à contrôler l'anxiété. Le premier instinct que de lui écrire était toujours là, mais cette fois, elle n'agissait pas. Chaque fois que l'envie de lui écrire la frappait, elle appliquait la technique de la pause émotionnelle. Elle comptait 30 minutes avant de prendre toute décision, et presque toujours, à la fin de ces 30 minutes, l'urgence disparaissait. Rolando enseigne que la pause émotionnelle est l'une des techniques les plus efficaces pour contrôler l'anxiété. Si tu attends avant d'agir, tu agiras depuis le calme, et non depuis l'urgence. Et c'est exactement ce que fit Camilla. Elle n'était plus une femme qui réagissait impulsivement, maintenant elle était une femme qui décidait depuis le calme. Jour 8, l'absence commence à se faire sentir. Tandis que Camilla retrouvait son calme, quelque chose commença à se passer de l'autre côté. Matteo commença à remarquer son absence. À 21h17, le téléphone de Camilla vibre. C'était Matteo. « Salut, tout va bien ? Ça fait des jours que je n'ai pas de nouvelles. » Camilla regarda la notification, mais cette fois, elle ne ressentit pas l'urgence de répondre immédiatement. Sa dignité était intacte. « Je réponds demain, » se dit-elle. Cette fois, elle avait le contrôle. Jour 9, l'effet de l'imprévisibilité. Lorsque Camilla répondit enfin, elle le fit calmement. Elle n'expliqua pas son absence, ne justifia rien. Elle écrit simplement « Tout va bien, Matteo, merci de demander, rien de plus. » Et ça suffisait. Il n'y eut pas d'explication, pas d'excuse, juste une réponse brève. Matteo resta là à regarder le message. Il ne comprenait pas ce qui avait changé chez Camilla. Avant, c'était elle qui écrivait en premier, qui expliquait tout. Mais maintenant, c'était la femme qui n'avait pas besoin de donner d'explication, et cette différence se fit ressentir. Jour 10. La nouvelle version de Camilla. Après ce jour, tout changea. Elle n'était plus la même Camilla qui poursuivait. Maintenant, elle était devenue quelqu'un qui savait attendre. Mais elle n'attendait pas l'autre personne. Elle attendait pour elle-même. Pour la première fois, Camilla sentit que sa dignité n'était plus en jeu. Peu importe si Matteo répondait ou non, car maintenant sa paix ne dépendait plus de lui. Épictète disait « Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles ton monde. » Et c'est exactement ce que fit Camilla. Elle ne contrôlait pas Matteo, elle contrôlait son esprit. Le jour 11, le retour de Matteo. Camilla avait commencé à se sentir bien dans sa peau. Le contrôle qu'elle avait sur son anxiété était évident. Elle ne ressentait pas le besoin d'écrire à Matteo, mais comme cela arrive dans ces cas-là, juste au moment où tu te sens en paix, la vie te met à l'épreuve. À 10h23, pendant qu'elle vérifiait ses mails, son téléphone vibra. C'était Matteo. « Salut, comment tu vas ? Ça fait un moment que je n'ai pas de nouvelles. » Son cœur fit un bond. Pour la première fois, il écrivait sans qu'elle ait cherché à le contacter. Son premier réflexe fut de répondre immédiatement. Mais cette fois, elle se souvint de la leçon la plus importante. Ne réagis pas. Camilla réfléchit d'abord. Elle appliqua la technique de la pause émotionnelle, pose son téléphone sur la table et respira profondément. Attendre lui sembla être une victoire. Cette fois, elle avait le contrôle. Jour 12, l'épreuve de feu. Camilla décida de ne pas répondre immédiatement au message de Matteo. Elle se concentra sur sa routine quotidienne, travail, sport et temps pour elle-même. Mais son esprit ne lui facilita pas les choses. Chaque fois qu'elle voyait son téléphone, la tentation était là. Et si plus jamais il ne m'écrivait? Et s'il m'oublie? Mais cette fois, Camilla était différente. Elle ne se laissait plus dominer par le besoin. Elle ne craignait pas le vide. À 18h45, après avoir dîné, elle décida de lui répondre. Mais cette fois, elle ne s'expliqua pas, ne s'excusa pas du retard, ni ne donna de justification. « Salut Matteo, je vais bien, merci de demander. J'espère que toi aussi. » Simple, direct et sans explication. Ce fut le message.
Et pour la première fois, Camilla sentit qu'elle avait gagné. Jour 14, l'anxiété tente de revenir. Les jours passèrent et Matteo ne répondit pas immédiatement. C'est là que l'esprit de Camilla commença à l'attaquer. Sa voix intérieure lui disait « Tu vois, tu aurais dû répondre plus tôt, tu l'as perdu, cette fois il ne reviendra pas. » Cette bataille intérieure est la plus difficile de toutes, car l'anxiété ne part pas définitivement. Elle trouve toujours un moyen de revenir. À ce moment-là, elle se souvint des mots d'Épictète. Aucun homme n'est libre si sa paix dépend de la volonté d'un autre. Camilla ferma les yeux et respira profondément. Elle comprit que sa paix ne pouvait pas dépendre du fait que Matteo réponde ou non. Elle ne se perdrait pas elle-même simplement parce qu'il mettait du temps à répondre. Ce soir-là, elle écrivit dans son journal « Je ne peux pas contrôler ce qu'il fait, mais je peux contrôler ce que je ressens. Aujourd'hui, je choisis ma paix. » Jour 16, le message inattendu. À 15h17, pendant que Camilla était en réunion de travail, son téléphone vibra. C'était Matteo. « Pourquoi t'es si disparue? Avant, tu étais plus attentive. » Camilla sourit. Elle ne ressentit plus le besoin de se justifier. Elle aurait pu dire « Désolé, j'ai été occupée. » Mais cette fois, c'était différent. Sa réponse fut brève, directe et pleine de dignité. Je me suis concentré sur moi. Elle n'expliqua pas davantage, ne justifia rien. La dignité ne s'explique pas, elle se montre. Jour 17, l'épreuve de la curiosité. Après son dernier message, Matteo ne répondit pas immédiatement. Mais cette fois, Camilla ne ressentait pas d'anxiété. Elle avait compris que sa paix ne se négociait pas. Le lendemain matin, pendant qu'elle prenait son café, son téléphone vibra à nouveau. C'était Matteo. « Encore toi? Et sur quoi tu te concentres autant? Raconte-moi. » Camilla sourit. Elle savait ce qui se passait. Son absence avait éveillé la curiosité dans l'esprit de Matteo. La technique de la pierre grise fonctionnait. Rolando enseigne cette technique avec une phrase puissante. Quand tu ne donnes pas toutes les informations, l'esprit de l'autre se remplit de questions et les questions te ramènent toujours dans l'esprit de l'autre personne. Cette fois, Camilla décida d'appliquer cette technique au maximum en moi, Matteo, et elle n'a rien dit de plus. Le 18. Le silence stratégique. Camilla a décidé d'appliquer le silence. Elle n'a pas écrit, n'a pas répondu immédiatement et surtout n'a pas réagi. Pourquoi? Parce qu'elle a compris quelque chose de très important. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence stratégique. Un autre risque dit que l'esprit ne supporte pas le vide. Quand quelque chose reste incomplet, l'esprit le remplit de pensées, et c'est exactement ce qui a commencé à se passer avec Matteo. Le vin, la dignité ne se négocie pas. Matteo a écrit à nouveau, cette fois-ci, il a été direct. « Tu me rends confus, avant tu étais différente, qu'est-ce qui t'arrive ?» Camilla a su qu'elle avait gagné, il commençait à remarquer le changement. Elle n'était plus la même femme qu'il poursuivait, maintenant elle était la femme qui contrôlait sa dignité. Elle a décidé de ne pas répondre immédiatement, elle a attendu 2 heures avant d'écrire. Les gens grandissent, Matteo, c'est tout. Elle n'a pas dit plus. La dignité ne s'explique pas. Le 22, le changement complet. Maintenant, Camilla se sentait libre. Elle n'attendait plus la réponse de Matteo pour se sentir bien. Elle avait repris le contrôle de sa paix. Elle s'est regardée dans le miroir et s'est dit à elle-même « Je ne me perdrai plus jamais ». Déjà, Épictète disait « Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles ton monde ». Et c'est exactement ce que Camilla a fait. Elle n'avait plus peur du vide parce qu'elle a compris que le vide ne se remplit pas avec une autre personne, il se remplit avec de l'amour-propre. Le 24, la décision finale. Le message de Matteo est arrivé à 20h45. « Je veux te voir, on peut parler, tu me manques. » Le message qui aurait été son rêve avant, maintenant c'était juste une option parce que Camilla n'avait plus besoin de sa validation. Elle a pris son temps pour réfléchir, n'a pas couru pour répondre. Pour la première fois, Camilla savait que sa paix passait avant tout. Si cette histoire t'a fait écho, je veux que tu réfléchisses à cette question. Combien de fois as-tu cherché la validation d'une autre personne pour te sentir précieux? Si tu te reconnais dans Camilla, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Nous avons tous été là, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer la dynamique. Le 25, la tentation de revenir.
Le message de Matteo restait à l'écran. « Je veux te voir, on peut parler, tu me manques. » Camilla l'a regardé quelques secondes, puis a posé le téléphone face contre table. Il n'y avait pas de hâte, pas d'urgence. Pour la première fois, elle n'a pas ressenti l'impulsion de répondre immédiatement. Cette fois, elle était en contrôle. Elle s'est levée, a préparé une tasse de thé et s'est assise sur la terrasse de sa maison. Le silence de la nuit l'accompagnait. Avant, ce silence l'aurait effrayée, mais maintenant c'était différent. Ce silence était la paix. « Je n'ai pas besoin de courir pour prouver quoi que ce soit », se dit-elle en respirant profondément. Elle se souvient de la phrase de Rolando. « Quand tu réponds depuis le calme, tu ne perds pas ton pouvoir, mais quand tu réagis depuis l'urgence, tu es un prisonnier de tes émotions. » Camilla a décidé d'attendre jusqu'au matin suivant pour répondre. Cette nuit-là, elle a dormi paisiblement. Le 26, la réponse depuis la dignité. À 10h45 le matin, après son petit déjeuner, Camilla a décidé de répondre à Matteo. Mais cette fois, elle ne l'a pas fait par besoin, elle l'a fait depuis le calme. Elle a pris son téléphone et a écrit « Salut Matteo, bien sûr, mais à propos de quoi ?» Son message n'était pas une acceptation automatique, c'était une question. Et les questions ont du pouvoir. Quand tu poses une question, tu laisses la responsabilité du prochain mouvement à l'autre personne. Matteo a répondu rapidement « Je veux te voir, tu me manques, c'est tout. » Camilla a souri. Ce n'était pas un sourire de victoire sur lui, c'était un sourire de victoire sur elle-même. Avant, elle aurait accepté sans réfléchir, mais maintenant sa paix passait avant tout. « Je vais réfléchir. » Il n'y avait pas besoin de s'expliquer. Elle ne cherchait plus de validation, elle montrait simplement sa dignité. Le 20e, la confusion de Matteo. Le changement de Camilla commençait à affecter Matteo. Il ne comprenait plus ce qui se passait. Avant, Camilla était toujours disponible. Elle cherchait toujours. Elle expliquait toujours. Mais maintenant, ce n'était plus le cas. Pendant ce temps, Camilla poursuivait sa routine. Elle alla au gymnase, déjeuna avec son amie Valeria et ne mentionna pas Matteo une seule fois au cours de la conversation. « Te vois-tu différente, Camilla ? On dirait qu'il y a quelque chose de changé en toi, » dit Valeria en prenant un café. « Ce qui a changé, c'est que j'ai arrêté de courir après, » répondit Camilla avec un sourire. Valeria sourit et trinqua avec sa tasse de café. « Ça, ami, c'est la véritable victoire. Le 28, la preuve finale. » Cette nuit-là, Matteo écrivit à nouveau « Je veux te voir, Camilla, s'il te plaît. » Mais cela ne passa pas inaperçu. La balance s'était inversée. Maintenant, c'était Matteo qui demandait, qui cherchait, qui attendait. Camilla s'assit sur son lit, prit son journal et écrivit « Aujourd'hui, je me sens en contrôle. Je n'ai besoin de courir après personne. Je n'ai pas de précipitation, car la paix n'a pas de précipitation. » Cette fois, elle prit 1 heure avant de répondre. « Le calme était sa meilleure réponse, pensa-t-elle. Je comprends, Matteo, je vais voir si je peux. Je te tiendrai au courant. » Ce n'était pas une acceptation directe. Elle laissait la porte entr'ouverte, mais pas complètement. Cette fois, la décision lui appartenait, pas à lui. Le 30, la décision de Camilla. Camilla se leva avec une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle n'était plus la même femme qui priait pour quelque chose. Un changement profond s'était opéré en elle, et sa paix n'était plus en jeu. Matteo n'était plus la source de son bonheur. Ce matin-là, en buvant son café, elle relut une phrase de son journal écrite quelques jours plus tôt. « Il ne s'agit pas de le faire revenir, il s'agit de ne pas me perdre pendant que j'attends. » Cette phrase se grava dans son esprit. Ce n'était pas de Matteo qu'il s'agissait, c'était d'elle. Le 31, la rencontre face à face. Camilla décide de voir Matteo. Mais cette fois, ce ne fut pas une décision impulsive, mais un choix réfléchi. Ils se rencontrent dans un café. Lorsque Matteo arrive, il la regarda différemment. Ce n'était pas la même Camilla qu'il se souvenait. Cette femme était calme, sûre d'elle, et son énergie disait tout. « Tu es bien, Camilla, » dit Matteo avec un sourire nerveux. « Merci, je me sens bien, » répondit-elle avec un sourire apaisant. Pendant la conversation, Matteo tenta de reprendre le contrôle. « Pourquoi as-tu été si distante? Avant, tu étais toujours là pour moi. » Camilla le regarda avec une tranquillité imperturbable et répondit «
parce que j'ai décidé d'être là pour moi d'abord. » Ce moment fut un coup silencieux pour Matteo. Elle n'eut pas besoin de crier, de réclamer ou de discuter. Sa tranquillité était sa réponse. Le 32, la décision finale. À la fin de la conversation, Matteo dit « Je veux qu'on revienne à ce que nous étions avant. » Camilla sourit doucement et répondit « Je ne veux pas revenir en arrière, comme avant. » Le silence fut total. Matteo ne sut quoi répondre. Avant, elle aurait accepté. Mais cette fois, elle savait que sa dignité n'était pas à vendre. « Si nous devons avoir quelque chose, ça doit être mieux qu'avant. Je ne vais pas me contenter de moins que ce que je mérite. » Matteo la regarda avec une surprise mêlée d'admiration. Pour la première fois, il la voyait vraiment pas comme la femme qui suppliait, mais comme celle qui avait appris à se valoriser. Le 33, la liberté totale. Après cette conversation, quelque chose avait changé en Camilla. Elle n'attendait plus rien de Matteo. Elle avait retrouvé sa dignité et sa paix. Maintenant, sa paix ne dépendait plus de s'il la cherchait ou non. Sa paix dépendait d'elle-même. Épictète disait « La liberté n'est pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de ton esprit. » Camilla l'avait compris. Elle n'avait pas besoin de contrôler Matteo, seulement elle-même. Si cette histoire t'a touché, je veux que tu réfléchisses concernant cette question. Combien de fois as-tu essayé de contrôler l'autre personne, alors que la seule chose que tu avais à contrôler, c'était ton esprit? Si tu t'es retrouvé dans la situation de Camilla, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer la dynamique. 1. Le passage du besoin à l'anxiété. Au début de l'histoire, Camilla se trouvait dans le pire état émotionnel possible, le besoin extrême. Quand quelqu'un agit par besoin, il devient prisonnier de l'attention de l'autre. Son bien-être dépend d'un message, d'une réponse ou d'un signe de l'autre personne. C'est l'un des points où la plupart des gens se reconnaissent. Combien de fois as-tu regardé ton téléphone en attendant une notification qui ne vient jamais? C'est le principal symptôme de la dépendance émotionnelle. Rolando le définit ainsi. Quand ta paix dépend de la réponse de quelqu'un, tu as déjà perdu le contrôle de ta vie. Au début, Camilla consultait son téléphone toutes les 5 minutes et, lorsqu'elle ne recevait pas de réponse, son esprit créait des histoires négatives. C'est l'effet célèbre de la narration interne, où ton esprit invente des scénarios qui te font te sentir pire que ce qui se passe réellement. Les stoïciens nous enseignent que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait « Si tu contrôles ton esprit, tu n'as pas besoin de contrôler le monde. » Le problème de Camilla n'était pas Matteo, le problème était la façon dont elle interprétait son silence. 2. La décision de ne pas se perdre soi-même. Le moment clé de l'histoire de Camilla survient lorsqu'elle décide d'appliquer la technique de la pause émotionnelle. Cette technique, enseignée par Rolando, consiste à ne pas réagir immédiatement lorsque l'émotion cherche à te contrôler. Tu choisis de faire une pause avant d'agir. En appliquant cette pause, Camilla a réussi à stopper l'envie d'écrire à Matteo. Pourquoi ce geste est-il si important? Parce que lorsque tu agis depuis la pause, tu prends le contrôle de ton esprit et, par conséquent, du résultat. Tu ne réagis plus, tu réponds. Walter Rizzo enseigne quelque chose de similaire. L'amour-propre repose sur la capacité à stopper l'impulsivité. Ce n'est pas l'amour pour l'autre qui te détruit, mais le besoin de le contrôler. Camilla a cessé d'agir impulsivement. Ce n'était pas facile, mais chaque fois qu'elle résistait à l'envie d'écrire à Matteo, elle renforçait sa dignité émotionnelle. 3. La transformation intérieure. Le silence stratégique. Le moment où Camilla commence à appliquer le silence stratégique est celui où l'histoire prend un tournant complet. Cette technique repose sur l'enseignement de Rolando. Le silence n'est pas de l'absence, le silence est une présence stratégique. L'erreur que font la plupart des gens est de croire que, pour que quelqu'un pense à toi, tu dois lui parler, le chercher, insister. Mais la réalité est l'inverse. Quand tu deviens moins prévisible et plus rare, l'esprit de l'autre personne entre en état d'alerte. Le cerveau humain ne supporte pas le vide, et quand Camilla s'est éloignée de la vie de Matteo, son esprit a commencé à combler ce vide avec des pensées. C'est ici qu'applique le principe de l'effet Zeigarnik, qui stipule que le cerveau a tendance à mieux se souvenir des tâches inachevées. Quand quelqu'un est habitué à ce que tu le cherches tout le temps et que tu arrêtes,
Son cerveau reste avec cette tâche incomplète et ne peut pas s'empêcher de penser à toi. Camilla est devenue la tâche incomplète dans l'esprit de Matteo. 4. L'épreuve finale. Le retour de Matteo. Voici l'une des parties les plus importantes de l'analyse. Quand l'autre personne revient, la plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils retombent dans la dynamique d'avant. Si Camilla avait accepté immédiatement la proposition de Matteo, elle aurait tout perdu de ce qu'elle avait gagné. Mais cette fois, ce ne fut pas le cas. Elle n'a pas réagi, elle a répondu depuis le calme. La réponse de Camilla a été parfaite. Je vais y réfléchir, et je te tiens au courant. Quel message envoie cette phrase? Je n'ai pas peur de toi, je ne suis pas désespéré de te voir, ma dignité passe avant tout. Cette réponse donne du pouvoir à Camilla et déstabilise l'esprit de Matteo. Il n'est plus en contrôle, et lorsque l'autre personne sent qu'elle a perdu le contrôle, sa curiosité s'active et son attention augmente. 5. L'épreuve de la dignité. La rencontre face à face. C'est le moment de plus grande tension de l'histoire. Camilla et Matteo se retrouvent face à face. C'est à ce moment que beaucoup de gens perdent leur calme, mais Camilla est restée ferme. Le moment le plus puissant de la conversation survient quand Matteo lui dit « Pourquoi as-tu changé? Avant, tu étais différente. » Ce commentaire montre que Matteo avait remarqué la différence. Il ne se trouvait plus devant la Camilla qu'il connaissait, mais face à une version d'elle qu'il ne comprenait pas, la réponse de Camilla fut simple mais percutante. « Parce que j'ai décidé de me mettre en priorité. » Cette phrase a du pouvoir. Elle n'a pas expliqué, ne s'est pas justifiée, elle s'est montrée. Et c'est ici que Marc Aurèle nous enseigne l'importance de la dignité. Il disait « Le pouvoir de ta vie réside dans le fait d'agir selon tes principes et non selon les attentes des autres. » Camilla n'a pas agi pour plaire à Matteo, elle a agi pour ne pas se trahir elle-même. 6. La décision finale, choisir la paix plutôt que l'urgence. Lorsque Matteo lui dit « Je veux que l'on revienne à ce que c'était avant », Camilla répond « Je ne veux pas revenir à ce que c'était avant. » Cette phrase est l'expression maximale de l'amour propre. Avant, Camilla avait dit oui sans réfléchir, mais maintenant sa dignité était en jeu. Cette réponse montre que sa paix a plus de valeur que la compagnie de Matteo. Rolando enseigne cette leçon dans son cours « N'accepte pas quelqu'un qui revient dans ta vie si la version de cette personne n'a pas changé. » Dans ce cas, Camilla se rendit compte qu'il ne s'agissait pas de savoir si Matteo revenait, il s'agissait de savoir si elle voulait accepter son retour. 7. La victoire silencieuse, l'amour propre retrouvé. Le plus grand triomphe de l'histoire de Camilla ne fut pas que Matteo revienne. Le plus grand triomphe fut que, lorsqu'il revint, elle n'en avait déjà plus besoin. C'est à ce moment-là que Camilla devint la femme qui ne supplierait plus jamais. Cette fois, elle était en contrôle. Walt Rizzo l'explique brillamment. Quand tu n'as plus peur de la solitude, personne ne peut contrôler ta paix. Ce fut la véritable fin de l'histoire. Camilla cesse de craindre la solitude. Lorsque tu atteins ce niveau d'amour-propre, aucun silence ne t'effraie, aucun vide ne te perturbe. Réflexion finale. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Camilla? Si tu te reconnais dans cette histoire, sache que tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là, suppliant, poursuivant, attendant la réponse de quelqu'un qui, au fond, ne nous accordait pas la place que nous méritions. La leçon la plus puissante de cette histoire est la suivante. Il ne s'agit pas de faire revenir quelqu'un. Il s'agit de ne pas te perdre toi-même en attendant. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.